Bonjour chers élèves et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la partie outils mathématiques. Dans cette vidéo, je vais m'intéresser aux opérateurs vectoriels, en particulier l'opérateur gradient. Donc je ne vais pas revenir sur comment utiliser cet opérateur gradient, mais surtout quelle signification physique donnons à cet opérateur. Donc je vous rappelle, le gradient c'est un vecteur, donc il possède une direction et un module. Quelles sont les informations qu'on peut déduire à partir de la direction d'un gradient et à partir du module d'un gradient? Et comme application, on va faire l'application à l'électrostatique et à la gravitation. Bon, avant cela, bien sûr, quelques rappels. Qu'est-ce que c'est qu'un champ scalaire? Un champ scalaire, c'est une fonction qui y est tout simplement à chaque point de l'espace, on associe un scalaire. Donc, si vous avez une fonction qui peut être décrite de la manière suivante, en chaque point de l'espace, on associe un scalaire à cette fonction-là, on définit ce qu'on appelle un champ scalaire. Quelques exemples, la température, on peut parler de la température en tout point de l'espace, la densité d'un gaz, ou peut-être la potentielle électrostatique en un point quelconque de l'espace. Au contraire, un champ de vecteur, si à chaque point de l'espace, on lui associe un vecteur cette fois-ci, c'est-à-dire une grandeur vectorielle caractérisée par un point d'application, une direction et un sens, dans ce cas-là, on parle d'un champ vectoriel. Vous voyez bien, un champ vectoriel, en chaque point de l'espace, il existe un vecteur. C'est ça ce qui différencie un champ vectoriel d'un vecteur. Par exemple, la vitesse, ce n'est pas un champ vectoriel, c'est un vecteur, la vitesse d'un point matériel. Donc le point matériel à un instant t, il n'existe qu'en un point de l'espace. Donc la vitesse n'existe qu'en ce point. Donc à cet instant-là, t0, la vitesse, le point matériel n'existe pas ici, il n'existe pas là. Donc la vitesse, il n'existe qu'en un seul point. Dans ce cas, on parle de vecteur vitesse. Par contre, si vous prenez la gravitation, à l'instant t0, en ce point, il existe la gravitation G. En ce point, il existe la gravitation G. En tout point de l'espace existe le champ vectoriel G. Ensuite, je vais rappeler brièvement la définition du vecteur gradient, sachant que la différentielle d'une fonction est définie par la manière suivante. d de f sur d de x, dérivée partielle de f par rapport à x, d de x, plus la dérivée partielle de f par rapport à y, d de y, plus la dérivée partielle de f par rapport à z, d de z. Je vous rappelle que quand je dérive par exemple par rapport à z, x et y sont des constantes. En coordonnées cartésiennes, un élément de déplacement élémentaire, c'est d de x suivant i, plus d de y suivant j, plus d de z suivant k. Donc, je peux écrire cette différentielle comme étant le produit scalaire de deux vecteurs. Le premier vecteur, c'est d de r. Et pour obtenir cette expression, il faut multiplier par un vecteur qui a pour composante d de f sur d de x suivant i, d de f sur d de y suivant j, et d de f sur d de z suivant k. Et bien ce vecteur, c'est par définition le vecteur gradient de f, en coordonnées cartésiennes. Donc, il possède d de f sur d de x suivant i, d de f sur d de y suivant j, et d de f sur d de z suivant k. Un petit exemple d'application, supposons qu'on vous donne un champ scalaire défini par f de xy égale xy. Quel est le gradient de cette fonction-là? Gradient de f, très facile. Vous calculez d de f sur d de x suivant i, plus d de f sur d de y suivant j. Là, il n'y a pas de z, donc on s'arrête là. Quand je dérive par rapport à x, y c'est une constante, donc la dérivée de lambda x c'est lambda, donc ça va me donner y suivant i. Quand je dérive par rapport à y, x c'est une constante, donc x suivant j. Donc voilà l'expression de gradient. Je vais rappeler également l'expression de gradient dans les trois systèmes de coordonnées, cartésienne, cylindrique et sphérique. Donc cartésien, on vient de le voir, c'est d de f sur d de x suivant i, plus d de f sur d de y suivant j, plus d de f sur d de z suivant k. Les coordonnées cartésiennes, bien sûr, elles sont x, y et z. En coordonnées cylindriques, qui sont ρ, θ et z, je vous rappelle brièvement ce que c'est que les coordonnées cylindriques. X, Y, Z, un point M quelconque dans l'espace, on peut le repérer par sa distance par rapport à l'axe Z. Faites la projection dans le plan XY. Z, c'est la coordonnée cartésienne classique.
Et cet angle-là, c'est θ. Et vous voyez bien que la distance OM, voilà le point M, la distance OM est égale à ρ suivant ρ, donc voilà le vecteur ρ, plus Z suivant K. Ensuite, en coordonnées sphériques, et dans ce cas-là, le vecteur gradient devient D sur D de ρ suivant ρ, plus 1 sur ρ D de F sur D de θ, plus D de F sur D de Z. En coordonnées sphériques, cette fois-ci, je vous rappelle là aussi rapidement les coordonnées sphériques. Donc, j'ai déjà fait une vidéo largement détaillée sur ces coordonnées. Un point M quelconque de l'espace est repéré par quoi? Par R, θ, et faites la projection dans le plan, et phi. Vous voyez ce phi-là, c'est le même que θ pour les coordonnées cylindriques. Et voilà le vecteur ER en coordonnées cylindriques. Et vous voyez bien qu'OM est égal à R suivant ER. Bon, voilà la définition donc de ce qu'il faut connaître. Bien sûr, c'est en coordonnées cartésiennes, en coordonnées cylindriques sphériques. Chaque fois, on vous donne l'expression. Maintenant, je vais faire une application avant de continuer d'entamer la signification physique du gradient. Je vais essayer de calculer le gradient de R. Et bien sûr, il ne doit pas dépendre de quel système j'utilise. Donc, je vais le calculer dans les trois systèmes de coordonnées et montrer que le gradient de ce vecteur-là, donc on va calculer le gradient de ce vecteur, le vecteur OM, dans les trois systèmes de coordonnées. Donc en coordonnées cartésiennes, la distance OM, c'est x carré plus y carré plus z carré. Je dérive R par rapport à x, c'est 2x sur 2 racines, donc ça me donne x sur racine carré x carré plus y carré plus z carré, ça me donne x sur R. Donc de même, d de R sur d de y, et d de R sur d de z, ça va donner aussi z sur R. Donc le gradient, c'est d de R sur d de x qui est x sur R, plus d de R sur d de y qui est y sur R, plus d de R sur d de z qui est z sur R. Ce vecteur-là, c'est le vecteur R. Donc le gradient de R, c'est le vecteur R sur R, qu'on peut noter comme un vecteur unitaire ER. En coordonnées cylindriques, même chose, je calcule le gradient. Donc gradient de R, de D, plutôt, donc c'est gradient de D, bien sûr. Donc c'est quoi? C'est 1 sur D de R sur D de ρ, donc ça me donne ρ sur R suivant ρ. Donc c'est 2 ρ sur 2 racines carrées, et racine carrée c'est de R, plus la dérivée par rapport à θ, il ne dépend pas, plus la dérivée par rapport à Z, la même chose, c'est Z sur R suivant EZ. Donc je mets 1 sur R en facteur, qu'est-ce qu'il va me rester? Ρ suivant ρ, plus Z suivant EZ. Or, ça c'est quoi? Ça c'est le vecteur R. Donc ça me donne tout de suite le vecteur R sur R, donc même résultat. Coordonnées sphériques, la même chose, gradient de R. Gradient de R, c'est égal à quoi? C'est d de R sur R suivant ER, donc ça me donne ER, la dérivée de R par rapport à R c'est 1, dérivée de R par rapport à θ 0, d de R par rapport à phi égale à 0, et ER, bien sûr, c'est le vecteur R sur R. Vous voyez, c'est les coordonnées sphériques qui permettent d'obtenir le résultat de la façon la plus rapide. Donc ça concernant la définition de gradient dans les trois systèmes de coordonnées et comment faire le calcul. Revenons à la signification cette fois-ci du gradient et je vais parler de l'exemple de l'électrostatique. Prenons une charge ponctuelle Q. Vous savez que le potentiel créé par une charge c'est Q sur 4pi epsilon 0 1 sur R. Je vais prendre cette charge-là qui est égale à 4pi epsilon 0 en coulomb. Donc pour simplifier, V va devenir 1 sur R. Bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour R constant, vous avez V constant. Donc c'est ce qu'on appelle des équipotentiels. Donc pour chaque sphère, on a une surface de même potentiel équipotentiel. Voilà. Donc je vais calculer ce potentiel-là pour 1 mètre, 0,5, 2 mètres et 3 mètres. Donc vous voyez, pour R égale à 1, ça me donne 1 volt. Donc tous les points sur la sphère en bleu, on va travailler en plan sur le cercle en bleu, ils ont le même potentiel 1 volt. En rouge, ils ont le potentiel 0,5 volts. Et en vert, ils ont le potentiel 0,33 volts. Calculons gradient de V. Gradient de V, j'applique les coordonnées sphériques. Gradient de 1 sur R, c'est d de F sur d de R. Et d de F sur d de R, la dérivée de 1 sur R, c'est moins 1 sur R carré suivant ER. Voilà.
Donc ER, bien sûr, c'est le vecteur dirigé de la charge vers l'extérieur. Donc le gradient, il est suivant moins ER. Donc je le représente en ce point. Par exemple, pour le premier cercle, en ce point. Puisque R est constant, le gradient en tous ces points va avoir le même module. Il est suivant moins ER. Et le module de gradient, ici, il vaut 1. D'accord? Je reprends le module de R, c'est 1 sur R carré. Si R égale à 1, ça vaut 1. Maintenant, R égale à 2 mètres. Le gradient, c'est 1 sur R carré. Là aussi, vous avez le même module, d'abord. Puisque R est constant, j'ai le même module. Et c'est toujours suivant moins ER. Je calcule le module, je trouve 0,25. Ensuite, R égale à 3, le module trouve 0,1. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'il nous renseigne, le gradient? Le gradient, il est suivant moins ER. Donc, vous voyez bien que si je suis, par exemple, à un potentiel 0,5, et je vais aller à un potentiel de 1 volt, à partir de ce point. Vous avez plusieurs chemins. Je peux aller suivant ce chemin, je peux aller suivant ce chemin. Mais le chemin suivant lequel vous avez la variation la plus rapide du potentiel, c'est celle décrite par le gradient. Et vous voyez bien, le gradient vous donne cette direction. Donc pour avoir la variation, la plus rapide du potentiel, d'accord, le chemin le plus court pour aller de 0,5 volts à 1 volt, c'est celui donné par le gradient. Et c'est ça la signification du vecteur gradient. Donc la direction de gradient, c'est la direction suivant laquelle le taux de croissance de la fonction f est maximal. Donc je peux aller de 0,5 par plusieurs chemins, mais le chemin le plus court, c'est celui-là. Et c'est celui du vecteur gradient. Voilà. Deuxième point, vous voyez bien que le vecteur gradient, il pointe vers la charge positive. Ça veut dire la direction, le sens de ce vecteur nous donne là où la fonction est maximale. Et pour le module, vous voyez bien que le module ici, il est plus grand que le module là, et il est plus grand que là. D'accord? Donc on voit que suivant une direction donnée, plus on se rapproche du centre de la charge, plus le module devient important. D'accord? Donc le changement ou la variation du module est importante au voisinage de la charge. Et plus on s'éloigne, plus le module, la variation du module devient moins importante. On va mieux le comprendre quand on va traiter la gravitation. Autre remarque, si on se déplace tangentiellement, de façon tangentielle au gradient, vous voyez bien que la fonction, elle est constante. Je me déplace suivant une équipotentielle. Donc, tout déplacement qui se fait de façon tangentielle au vecteur gradient ne change pas la fonction scalaire. Bien. Donc, en résumé, donc, la direction du champ nous donne la direction suivant laquelle vous avez le taux d'accroissement le plus important de la fonction scalaire. Et le module nous donne la vitesse avec laquelle la variation du champ change suivant cette direction donnée. Bon, voilà, pour mieux comprendre, ceci maintenant est lié à une grandeur physique qui est la tangente à la pente. On va faire ce schéma-là. Donc voilà le charge positif. Donc ça, c'est une représentation à 2 dimensions. Normalement, le mieux de le faire à 3 dimensions. Et déjà à 2 dimensions. Donc vous voyez bien que le potentiel augmente rapidement au fur et à mesure qu'on se rapproche de la charge. Et vous voyez que le module, donc on a dit bien sûr, le gradient lui, il se dirige vers les potentiels croissants. Ça, c'est concernant la direction. Maintenant, le module, vous voyez qu'il est lié à la pente de la tangente à la courbe phi de R. Donc voilà, plus je me rapproche de la charge, plus cette pente devient très importante. Et plus je m'éloigne, plus la pente devient faible. Et c'est exactement la signification sur laquelle nous renseigne l'amplitude du gradient. Donc l'amplitude du gradient, elle est proportionnelle à la pente de la tangente à la courbe V de R. Bon, ça c'est pour une charge négative. Donc vous voyez bien que le gradient a changé de sens, c'est normal, parce que toujours le gradient se dirige vers les potentiels croissants, et c'est ça, à l'infini le potentiel est nul, au voisinage de la charge le potentiel est négatif, donc voilà la direction suivant laquelle le potentiel
croît pour une charge négative. Donc on revient, on retrouve toutes les caractéristiques d'un vecteur gradient. Donc sa direction nous renseigne sur le chemin à suivre pour avoir la variation la plus rapide du potentiel, et son sens et se dirige toujours vers les potentiels croissants, c'est-à-dire il nous indique la direction où la fonction scalaire augmente, et son module nous renseigne sur le taux de variation suivant une direction donnée, de combien varie la fonction scalaire sur cette direction-là. Bon, une autre propriété de ce vecteur gradient, il est toujours perpendiculaire à une surface équipotentielle. Et ça, on peut le montrer facilement. En calculant d de f, prenant une fonction scalaire f égale à une constante quelconque, je calcule d de f sur d de t d'une façon générale. C'est d de f sur d de x, supposons que cette fonction dépend de x et de y. C'est d de f sur d de x fois d de x sur d de t, plus d de f sur d de y fois d de y sur d de t. Si f est constant, bien sûr, cette dérivée est nulle. Or, ce produit-là, je peux l'écrire comme étant le produit scalaire de deux vecteurs, le vecteur gradient, voilà ses composantes, et le vecteur d de r sur d de t, voilà ses composantes. Or, c'est quoi d de r sur d de t? Ça vous rappelle la vitesse, et la vitesse, il est toujours tangente à la trajectoire, et vous voyez bien que gradient de f, elle est perpendiculaire à la tangente. Donc ça, c'est la tangente, vecteur tangent à la trajectoire, et ça, c'est le vecteur normal. Bien sûr, ça peut être vers l'extérieur, ça peut être vers l'intérieur, ça dépend comment varie cette fonction scalaire. Mais ce qui est sûr, que pour une surface constante, vous avez toujours gradient de f est perpendiculaire à la surface. Autrement dit, si on vous pose la question de déterminer la normale à une surface donnée, très facile, vous calculez juste le gradient de cette fonction, et le vecteur normal, si vous voulez un vecteur unitaire, c'est le gradient de f sur le module de gradient de f. Ça, c'est un vecteur unitaire. Un autre exemple, prenons une fonction scalaire xy avant de passer à la gravitation, où on va mieux comprendre la signification du module de gradient. Prenons un exemple supplémentaire, f de xy égale à xy, le vecteur de tout à l'heure. Et suppose, voilà, je trace la courbe f de xy, f de xy égale à 1, ça signifie y égale 1 sur x. Donc voilà la fonction y égale 1 sur x. Supposons question déterminer le vecteur gradient et le tracer au point 1, 1. Bon, gradient de cette fonction, c'est égal à i plus xj. Au point 1, 1, il vous donne i plus j. Donc voilà i, voilà j. Donc voilà le vecteur gradient de f. Ça, c'est la fonction xy égale à 2. Voilà, je la représente ici. Et on retrouve toute la signification de vecteur gradient. Vous voyez bien que pour aller de la courbe xy égale à 1 à la courbe xy égale à 2, le chemin le plus court, c'est celui-là, et le plus rapide. Et c'est celui qui est indiqué par le vecteur gradient. Maintenant, pour le module, si on me demande de calculer le vecteur gradient en ce point, au point par exemple de coordonnées 0,25, 4, ça va me donner 4 fois i plus 0,25 j. Donc voilà 4 fois i. J'ajoute 0,25j, voilà ce vecteur. Et vous voyez bien que le module de ce vecteur en ce point, il est très supérieur au module du gradient en ce point. C'est normal, vous voyez bien que la pente de cette courbe ici, elle est très très raide par rapport à la pente. Et on a dit que le module il est lié à la pente de la tangente à la courbe v de r. Donc on retrouve tout ce qu'on a dit sur le vecteur gradient. Passons à un exemple très intéressant aussi, dans le cas de la gravitation. Vous savez que le vecteur champ gravitationnel est donné par moins g, constante gravitationnelle, la masse de la Terre, sur r carré suivant ER. Et ce champ de gravitationnel, il dérive d'un potentiel gravitationnel qui est donné par moins g grand M sur petit m. Si on calcule le gradient de V, il va me donner grand G grand M sur r carré suivant ER. Et gradient de V, c'est moins g. Bien, si je trace cette fonction-là, à partir de la surface de la Terre, très loin de la Terre, ce potentiel, bien sûr, va tendre vers 0, et ici, il va à une valeur négative, et vous voyez bien que le potentiel croît jusqu'à tendre vers 0. Donc, normalement, si je trace le gradient de V, il va être suivant les potentiels croissants. Et on va voir aussi le module, comment
le module va nous renseigner, ou bien comment à partir de la pente à la courbe V de R, on va déduire la variation de G. Et savoir qu'au voisinage de la Terre, ce G va être très important par rapport à si on est loin de la Terre. Pour mieux comprendre ceci, on va faire la courbe suivante. Donc voilà la Terre à surface R égale à 0, 100 km, 10 km, 10 000 km, 1 million de kilomètres, ainsi de suite. J'ai calculé ici le potentiel V de R. Je remplace G par sa valeur, la masse de la Terre, et R par le rayon de la Terre, et on retrouve à peu près moins 63 mégajoules par kilogramme moins 1. Bien, donc si vous calculez à 100 km, voilà les valeurs qu'on va trouver. Qu'est-ce que c'est que gradient de V? Gradient de V, c'est grand G, grand M sur R carré suivant ER. Donc c'est un vecteur qui est dirigé suivant ER. Et vous voyez bien que le module de gradient de V à la surface de la Terre, il vaut 9,77. À 100 km, il vaut 9,47. Donc il est encore très important. Et à 10 000 km, il n'est plus que de 1,48. Donc vous voyez bien que ici, le module varie très rapidement au voisinage de la Terre et très faiblement si on s'éloigne de la Terre. Pour mieux le comprendre, il suffit de revenir sur la courbe. Là, c'est la courbe V de R. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que G, c'est égal à moins gradient de V. Donc, le module de gradient va être le module de G. Le module de gradient, il est lié à quoi? Il est lié à la pente de la tangente à la courbe V de R. Et vous voyez bien qu'au voisinage de la Terre, la pente, elle est très importante. Au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la Terre, la pente tend vers 0 et on retrouve la courbe qui représente le module de G en fonction de R. En fait, ça, c'est tout simplement le module de gradient de V. Donc vous voyez que je retrouve toute la physique sur le vecteur gradient. Il se dirige toujours vers les potentiels croissants. Son module nous renseigne sur la pente de la courbe V de R, comment il varie, autrement dit sur le taux de variation de la fonction. Donc suivant une direction bien déterminée, la direction du module nous renseigne sur la courbe à suivre pour avoir la variation la plus rapide de la fonction scalaire. Son module nous renseigne sur la valeur de la pente, comment évolue la pente suivant cette direction. Autrement dit, il nous renseigne sur le taux de variation de la fonction scalaire suivant cette direction donnée. Voilà, j'espère avec cette vidéo, vous allez mieux comprendre, cerner cette notion de gradient. Qu'est-ce que ça signifie physiquement de point de vue direction et de point de vue module. À bientôt, bon, pour la suite.